Bonjour, bienvenue au podcast Oser l'amour. Aujourd'hui, je reçois donc Caroline Kahn-Sosro, un épisode que j'attendais et je suis sûre qu'on va découvrir énormément de choses parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'invisible. Donc, Oser l'amour spécial invisible. Donc, restez bien visible pour le coup parce qu'hier, il y a une blague comme ça qui est sortie qui était drôle au final. Si c'est invisible, donc il y aura personne, ok? Et on va poser plein de questions sur finalement est-ce qu'il faut aller dans ces espaces d'invisible ou non, d'accord. Ce qui est aussi drôle, c'est que, voilà, je le dis comme ça, vous aurez tout le loisir d'en parler dans les commentaires. Faire un podcast un jour où il y a une semi-extinction de voix, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pendant le podcast, je vais retrouver ma voix. En tout cas, je suis en train de la retrouver au fur et à mesure. Mais ça ne m'empêche pas, voilà, de faire cet épisode exceptionnel. Caroline, merci d'être là aujourd'hui. Merci Anissa, bonjour. En vrai, je suis trop contente parce que Caroline et moi, on est des sisters. Voilà, on est dans un groupe qui s'appelle les Sacred Healers. Voilà, on salue nos sœurs qui regarderont cet épisode aujourd'hui. Donc, on est des guérisseuses qui nous réunissons. Et aujourd'hui, c'était très important pour moi qu'on puisse échanger ensemble et partager aussi, comme dit Amel, parce qu'elle fait partie des guérisseuses avec qui on évolue, ce qu'on partage en off, ce qu'on partage finalement dans les coulisses, va devenir l'offrir pour peut-être mieux comprendre ce travail de l'invisible. Donc, avant d'aller concrètement dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ce qui n'est pas logique? Ok, donc en fait, je suis ce qu'on appelle une guérisseuse. Mais une guérisseuse, pour moi, c'est vraiment d'accompagner la guérison. C'est pas moi qui guéris, c'est-à-dire que je vais appuyer sur les endroits où la personne peut se guérir elle-même. Et l'idée, c'est vraiment d'aller trouver justement les failles, que ce soit au niveau émotionnel, mental, transgénérationnel ou karmique, et d'aller mettre justement du sens et de la conscience pour que la personne puisse se libérer et se guérir. Et ça, c'est super important. Moi, j'ai pas le pouvoir de guérir, j'accompagne la guérison. Voilà. C'est super que tu aies commencé comme ça parce que il y a un grand sujet actuellement sur justement cette notion de guérison. Il y a toute une redéfinition. Hein. J'en parlais avec ma mère, je crois, la semaine dernière, et elle me disait, je dis, maman, tu sais, là, je vais lancer l'école des guérisseurs et des guérisseuses. Et elle me disait, oui, mais comment est-ce que tu peux être sûre que les gens ils guérissent? Et puis, s'ils viennent te voir et qu'ils guérissent pas, comment ça se passe? Tu sais, des questions qui sont très innocentes, mais qui sont réelles, que tout le monde se pose. Et c'est bien que toi, tu poses le cadre. Un guérisseur, il guérit pas, il accompagne la guérison qui est déjà là. Ouais, et puis c'est la personne qui décide à chaque instant si elle a envie de guérir de son mal ou, ou si parfois il y a aussi un bénéfice secondaire à ne pas guérir. C'est ça. Et ça, c'est aussi à voir. Il n'y a pas de jugement. C'est OK, c'est comme ça. Ok, juste, ça va être important. Donc, toi, aujourd'hui, tu accompagnes la guérison, mais tu l'accompagnes avec plusieurs outils. Mais j'avoue, je vais citer mon outil préféré chez toi parce que c'est ce qui a changé ma vie. Parce que toi et moi, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Je crois que ça va faire presque 10 ans, un petit peu moins de 10 ans. Et on s'est rencontrés dans un cadre amusant. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est ce qui m'a fascinée. Tu as énormément d'outils à ta disposition. C'est ce qui fait la valeur de ce que tu offres aujourd'hui. Mais tu as un outil en particulier. Et pour moi, j'avais jamais vu cet outil-là, mais maintenant que je l'ai vu chez toi, je l'ai vu chez d'autres. Mais j'ai jamais vu personne accompagner la guérison comme toi tu le fais avec. Est-ce que tu peux nous parler de cet outil? Bien sûr, je vais même vous le présenter, enfin les présenter parce qu'elles sont deux. Alors, comme tu aimes les appeler les baguettes égyptiennes, ce sont des baguettes coudées, vraiment que je tiens au bout des bras, de mes bras. Et l'idée, c'est d'aller détecter justement l'invisible. Hein, l'invisible, par essence, si j'avais une définition, c'est pas facile hein, de définir l'invisible. L'invisible, c'est tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est intangible, qui est là, qui peut être énergie, qui peut être information. Voilà, donc ça, c'est l'invisible. Tout ce qui ne se montre pas. Et donc, en fait, avec les baguettes, l'idée, ça va être d'aller détecter dans nos corps énergétiques, parce qu'on a notre corps physique, puis autour, on a différents corps subtils, jusqu'à notre aura, des corps qui vibrent, voilà, des failles, des problématiques par rapport à nos petits et grands bobos de la vie.
que ce soit les nôtres ou aussi ceux dont nous avons hérité de par nos lignées paternelles et maternelles. Et donc, grâce à ça, grâce à des signes, des symboles et des événements clés dans la vie de la personne, je peux détecter là où il y a eu effectivement quelque chose qui s'est engrammé dans le corps. Et l'idée, c'est d'aller trouver avec la personne ce qui s'est passé pour elle, pour pouvoir y mettre du sens et après libérer énergétiquement. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon outil que j'ai découvert il y a un peu plus de 10 ans. Je suis tombée en amour avec cet outil et aujourd'hui, elle m'accompagne partout. Ça veut dire que tu as découvert les baguettes quasiment un tout petit peu, un peu avant qu'on se rencontre. Ouais, c'est Incroyable. ça. Ouais. Ça, je savais pas. Et mais comment t'as fait pour ton, enfin qu'est-ce qui t'a mené aux baguettes parce que c'est quand même hyper précis quoi. Eh bien, à l'époque, c'était mon mari qui avait commencé une formation. Et puis un jour, il me dit, tiens, Caroline, viens, on a besoin d'un cobaye pour tester. Et donc, moi, j'y vais, comme j'adore les aventures et les nouvelles expériences. J'arrive et effectivement, c'était très fort pour moi. Et quand je dis que je suis tombée en amour, je suis vraiment tombée en amour avec l'outil. J'ai vu à quel point c'était, je pourrais le dire, enfin en anglais, c'est straight to the point, quoi. C'est direct. Moi qui avais testé, voilà, je suis thérapeute depuis de nombreuses années et j'avais testé différents modes d'accompagnement. Et celui-ci, mais vraiment d'aller droit au but, de voir là où ça pêche, c'était génial. Donc voilà, après je me suis formée. Et puis fait superviser et aujourd'hui j'accompagne vraiment avec joie les personnes mais aussi les lieux, on en parlera plus On va tard. en parler. Ouais. Et ta compagne et aussi aujourd'hui tu formes parce que Et aussi maintenant je que tu es forme. devenu, Ouais. on en est au même point en plus puisque Ouais. moi je commence à accompagner les guérisseurs en fait sur la méthode que j'ai développée, mais toi tu accompagnes sur les baguettes et on a un point commun, c'est pour ça qu'on se retrouve avec les healers, c'est que tu as une méthode de guérison qui est vraiment très très précise et très directe. C'est ce que tu expliquais là. C'est-à-dire que quand on vient te voir, on vient avec une problématique. Alors, il y a tout un protocole, bien sûr, mais on a très rapidement des réponses. Et c'est ça. Alors, il y a un piège là-dedans, bien évidemment. Moi, je l'ai vu, ce piège avec mes accompagnements aussi. C'est que la guérison est immédiate, mais elle prend du temps. Bien sûr. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'à un moment donné, tu accompagnes sur un point précis, mais derrière, il faut le temps de l'intégration. Et c'est pour ça que souvent, quand tu fais des soins, et tu vas nous expliquer comment tu fais tes soins, que ça soit sur... là, on a parlé des personnes, mais on parlera des lieux, parce que c'est vraiment... Alors, tu accompagnes, mais il y a vraiment les lieux, il y a quelque chose de très important avec les lieux, et je trouve que c'est extraordinaire à vivre. Mais du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient te voir sur une problématique, est-ce qu'en une séance, tu peux régler quelque chose? Pourquoi est-ce que si c'est pas en une séance, ça prend plusieurs séances? Et bon, moi, j'appelle plus ça des séances, j'appelle ça un protocole. D'accord? Pourquoi est-ce que ça doit prendre du temps puisqu'on est des guérisseuses où on va straight to the point? Tout simplement parce qu'il y a le temps du... Moi, j'aime dire qu'il y a le temps du cœur, il y a le temps du corps et il y a le temps de l'esprit. C'est-à-dire que même si tu as conscience de quelque chose, parfois ton corps, il va mettre du temps parce que comme ça a été engrammé, enquisté depuis longtemps dans... Je pourrais parler de mémoire cellulaire ou autre dans ton corps, mais il y a besoin en fait voilà, que ça prenne le temps de se défaire. Et ça prend du temps. Donc pendant la séance, pendant le soin, il va y avoir vraiment des prises de conscience parce que moi, ce que j'aime faire, c'est, à la différence d'autres personnes qui accompagnent, où la personne va vraiment prendre en charge le patient ou le client, moi, ce que j'aime, c'est que mon client, il est avec moi. Il est acteur de son soin. Et ça, j'adore parce que la personne, elle est vraiment active. Donc elle commence la guérison avec moi. Et ça, c'est super. Et donc, il y a ce qui va se passer pendant le soin. Voilà, différentes choses qu'elle va ressentir dans son cœur, dans son corps. Ça peut être vraiment voilà, différentes choses qui ont été dans la mémoire, qui remontent dans la mémoire. Et puis après, moi, je dis toujours, il y a le temps du soin et il y a le temps de l'intégration. Et c'est aussi pour ça que souvent, je demande à la personne ou moi, je reviens vers la personne une semaine ou 15 jours ou 3 semaines, parce que parfois, il y a aussi des protocoles ou des rituels que je donne à la personne après le soin, que ce soit avec des huiles ou avec des mantras ou différentes choses. Et l'idée, c'est il y a un temps pendant le soin qui est souvent un temps intense, vraiment le temps waouh. Et puis, il y a vraiment un temps après le soin d'intégration, c'est comment ça revient dans le corps et comment la personne chemine avec ça.
Ce qui est intéressant, c'est que aussi tu accompagnes sur tous les événements de la vie. Parce que je dis, nous, on s'est rencontrés il y a un peu moins de 10 ans. Et quand je t'ai rencontré, on s'est rencontrés vraiment dans un cadre rien à voir avec le soin énergétique. Mais c'était juste avant mon mariage avec Géraud. Ouais. Et t'as une place particulière dans ma vie, puisque vraiment, c'est vraiment du domaine de l'amour. Tu vois, il y a des gens qui rentrent comme ça dans ta vie. Et tu sais que ce qu'ils ouvrent pour toi à ce moment-là, ça sera pour toujours, tu vois. Je fais partie de ces gens-là. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et j'ai découvert effectivement que tu étais... À l'époque, tu me disais énergéticienne. Tu n'utilisais pas le mot guérisseuse. Et on a commencé à parler de mon mariage qui arrivait. Et quand j'ai découvert ce que tu faisais, je t'ai dit, est-ce que tu peux venir avant que je me marie? Et j'avais une idée derrière la tête, c'était vraiment de me rassurer sur mon mariage avec Géraud. Tu vois? Et je me souviens que tu es venue peut-être vraiment quelques jours avant, parce que la yourte, à l'époque, on avait construit une yourte pour se marier. Elle était en construction, mais on n'a même pas été dedans et on parlera des lieux après. Et je me souviens que tu m'avais accompagnée. Et le plus grand soin qu'on a fait, il était dans ma chambre, qui est devenue notre chambre après. Et je me souviens, et tu vas nous expliquer après ta définition de l'invisible, on a un tout petit peu parlé, mais tu m'as dit, moi à l'époque, c'était une entité émotionnelle et mentale. Parce que j'étais sortie d'un divorce. Et j'avais vraiment construit une telle armure autour de moi, de par la tristesse, de par, voilà, je veux plus jamais revivre ça, et de la peur de me réengager à nouveau avec un homme. Et je me souviens la taille, avec les baguettes, vous aviez dessiné la taille autour de moi de l'entité émotionnelle et mentale. Je me suis dit plus c'était laquelle des deux. Mais elle faisait la taille de la chambre. Donc ça veut dire que c'était la protection que j'avais mis en place, qui n'était pas une protection parce que ça devient une entité, une masse énergétique, et qui empêchait en fait qui que ce soit de rentrer dedans. Donc, tous les hommes que je rencontrais, ils étaient éjectés de mon espace, et donc personne ne pouvait rentrer dedans. Le seul qui a pu rentrer dedans, c'est Géraud. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'on a un contrat d'âme, mais parce que lui, il a un rapport avec l'invisible qui est vraiment, voilà, il le traverse. Ça n'a aucun impact sur lui, tu vois. Donc déjà, il y a ça, c'est important. Ça veut dire que tu accompagnes vraiment les gens. Moi, tu m'as accompagnée pour mon mariage. Tu m'as accompagnée quand j'étais enceinte de mon fils. C'est important de le dire. J'ai tellement de gratitude pour ça parce que j'étais enceinte de lui et très peu de gens le savent, mais j'avais contracté la toxoplasmose la première semaine de la grossesse. Donc ça veut dire que c'était une grossesse à risque. Ouais. Et je t'avais fait intervenir. Je devais être à peu près à 5 mois. Là où il faut prendre une décision. Et t'es venue, je me souviens de cette phrase que tu as dite, c'était vers la fin du soin. J'arrivais pas à être rassurée. Et tu m'as montré plein de choses, mais mon mental, il résistait encore. Et j'ai osé poser la question, j'ai dit, est-ce qu'il va venir? Et les baguettes ont désigné la table. C'était une table jaune avec des chaises bleues. Et tu m'as dit, regarde, on te montre qu'il y a 4 chaises. Et là, ça m'a vraiment permis de... Voilà, j'avais déjà les outils, mais j'avais besoin de ça, tu vois. Donc ça veut dire que tu accompagnes aussi à chaque moment important. Et c'est pas parce que t'as beaucoup de clientes comme moi, c'est-à-dire des gens qui sont déjà guérisseurs, mais c'est facile d'accompagner les autres. Mais dès qu'il s'agit de nous, c'est des angles morts. Bien sûr. Donc ça veut dire que les protocoles, finalement, ils prennent parfois plusieurs années et ils sont à plusieurs étages. Ouais, tout à fait. J'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport à la chambre et le fait de la rencontre amoureuse. Je pense qu'on se balade avec plein de bagages justement invisibles qui créent des charges en nous et autour de nous. Et même si consciemment on a envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'il y a des blessures qui sont encore là, des cicatrices, des choses qu'on n'a pas pensées, PAN, eh ben, c'est difficile. Donc on se le travaille un petit peu comme un sac à dos. Et effectivement, ce jour-là, quand on est arrivé dans ta chambre, enfin votre chambre en fait, où l'entité d'ordre émotionnel, parce que c'était émotionnel, une entité émotionnelle, une entité c'est quoi? En fait, c'est en fait une charge émotionnelle qui est là, qui est dans notre corps émotionnel, et on se balade comme si on avait, vous voyez un peu les anciens gros boudins de piscine, les gros boudins noirs, ben, on se balade avec ça, et du coup, on ne s'en rend pas compte. Et quand il y a eu ça, effectivement, ce que ça crée, c'est que quand un homme entre dans ta vie, eh ben, lui, il va être confronté à ça. Donc il se dit, je suis attiré par Anissa, mais je ne peux pas entrer parce qu'il y a comme une force invisible, quelque chose qui n'est pas tangible, qui est vraiment de l'ordre de l'invisible. Et toi, pareil. Donc en fait, ça crée une charge qui est là et qui empêche la rencontre.
Et à partir du moment où ça, c'est vu, on peut l'enlever. Voilà. Mais après, c'est aussi de voir, effectivement, derrière, c'est pas juste de dire, tiens, il y a une charge émotionnelle. C'est de se dire, oui, peut-être qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, j'ai vécu ça avec un autre homme, voilà ce que ça a laissé comme trace, comme empreinte dans mon corps. Et aujourd'hui, une entité, souvent, elle arrive pour protéger. Elle arrive pour protéger parce qu'elle n'a pas envie qu'on souffre à nouveau. C'est quand même ça qu'il faut voir. Hein. Elle arrive comme une maman, quelque part. Et puis, à partir du moment où on n'a plus besoin d'elle, parce qu'on se rend compte que finalement, elle agit contre nous, contre la rencontre, là, on peut la remercier. Et on lui dit, OK, c'est bon, j'ai compris, maintenant je suis suffisamment grande pour, et je m'ouvre à nouveau à la relation et à la rencontre. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les différents types d'éléments qui circulent dans l'invisible? Parce qu'on parle d'entité, on parle de, comment dirais-je, de défunts. Hein, souvent, moi, tu me dis l'invisible, je suis d'origine algérienne. Tout de suite, j'ai envie de m'enfuir, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui fait peur aussi. On va peut-être lever le voile aussi là-dessus aujourd'hui. C'est le cas de le dire, lever le voile. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'invisible? Alors, moi, j'aime à dire que, un peu par rapport à la façon dont je transmets aux personnes, il y a déjà tout ce qui est au niveau émotionnel. Donc, ça peut être une entité d'ordre émotionnel. Donc ça, c'est des charges émotionnelles qu'on a récupérées et qu'on a pu nourrir parce qu'il nous est arrivé un événement, une blessure, un accident de vie, au niveau de la relation, peut-être par rapport à un parent. Bon, peu importe. Donc, empreinte émotionnelle, donc charge émotionnelle, ça peut être un nœud émotionnel. Il peut y avoir des âmes errantes. Donc, une âme errante, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est décédé et en fait, la personne, soit ça peut être un AVC, soit ça peut être un suicide. En fait, c'est une mort vraiment subite. Et la personne ne s'est pas rendue compte qu'elle était décédée. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une âme errante. Alors, il y a des personnes qui peuvent avoir peur de ça. En fait, c'est juste de prendre conscience que l'âme, elle n'a pas trouvé le chemin parce qu'elle n'a pas l'information qu'elle est morte. Voilà, donc il faut juste parfois lui dire et lui montrer le chemin. Et voilà, moi, je le fais avec... comme j'ai un chemin spirituel, voilà, je vais le faire à ma façon. Voilà, des âmes errantes. Donc parfois, ce sont des âmes errantes qui ne sont pas montées parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont décédées. Et d'autres fois, ce sont aussi des âmes errantes qui s'invitent dans le soin parce qu'elles ont un message à donner à la personne qui est en soin. Et ça, c'est super beau aussi. Voilà, donc des âmes errantes. Après, il peut y avoir des imprégnations dans le corps. Donc ça, c'est tout ce qui est émotionnel. Après, dans le mental, il va y avoir tout ce qui est croyances limitantes, tout ce qui est entité d'ordre mental, tout ce qui est paranormal. Alors, paranormal, pour vous rassurer, parce que parfois, ça peut faire peur aussi, c'est tout ce qui est à l'inverse, tout ce qui va à l'encontre du normal. C'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui va avoir le contrôle, l'emprise sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose. Hein. Donc c'est vraiment la prise de contrôle. Donc ça, c'est le paranormal. Après, on a d'autres choses comme la magie noire, le mauvais œil, et ça, on le voit beaucoup avec des pays... Madagascar, Afrique noire, Afrique du Nord. Enfin, voilà, il y a des pays qui ont plus des choses comme ça. Voilà, et puis des malédictions. Si je reviens aussi sur le terme de malédiction, malédiction, à la différence de bénédiction, c'est vraiment mal dire quelque chose. Et quand on dit qu'on jette un sort, il peut y avoir jeté un sort, par exemple sur une lignée, mais ça peut être aussi, parfois, quand un parent dit à un enfant, ou peu importe, à un petit copain, ou dit mal quelque chose, et en fait, c'est une charge que nous, on va récupérer et avec laquelle on se trimballe, mais de façon complètement inconsciente et invisible. Et ça, c'est super de mettre le doigt dessus pour pouvoir s'en libérer. Voilà. Après, il y a aussi les lignées et le karmique. Eh ben, ça continue, ça continue. Surtout que je ne toussais pas à la base. Et l'invisible, c'est exactement ça. En fait, ça vient nous prendre à un moment où ça peut être dans une discussion
où on va sentir un poids dans le corps, où on sent qu'on a plus de mal à respirer, où on se sent traversé par une émotion. Et quand il y a quelque chose de cet ordre-là, ça nous donne une info sur « Ah, tiens, là, il y a quelque chose qui se montre à moi. » Et c'est génial. Bouge pas. On va avoir l'occasion. Est-ce que là, on peut demander aux baguettes s'il y a quelque chose par rapport au fait que je tousse? Comme ça, tu en fais la démonstration tout de suite. Ok. Parce que, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on fait, toi et moi, quand on travaille ensemble. On va pas chercher systématiquement les baguettes. Mais quand on est en train d'invoquer l'invisible, là, tout de suite, on peut demander s'il y a quelque chose à comprendre. Parce que je toussais pas. Ok. Alors, déjà, les baguettes, il y a des protocoles. Parce que quand on se connecte à l'invisible, il faut quand même savoir qu'il y a une certaine sécurité, il y a un cadre. Parce que l'invisible, il peut y avoir des forces qui sont bénéfiques, pardon, et des forces qui sont maléfiques. Hein. Donc, on n'est pas dans... Là, pour le coup, on n'est pas dans le tout est amour. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être conscient de ça. Donc, moi, à chaque fois que je me connecte avec mes baguettes, ça va être... Je demanderai à être centré, neutre et au service. Pour être sûr que je sois le plus coquille vide pour que mon mental n'intervienne pas et que je sois comme un canal au service. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, alors je peux partager aussi mes conventions. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes conventions. Souvent, la convention arrive lorsqu'on manie les baguettes pour là ou les premières fois et on voit ce qui est oui, ce qui est non, comme avec le pendule. Donc, moi, mes conventions, pour un oui, en fait, je demande à modéliser un oui. Le oui s'ouvre chez moi. Et le non, je demande à modéliser un non. Le non se ferme. Voilà. Donc là, j'ai partagé mes conventions. Donc ce que je pourrais demander, c'est effectivement, là, par rapport à la toux d'Anissa, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour elle? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est au niveau émotionnel? Oui. Alors, est-ce que ça peut être une empreinte? Est-ce que c'est une imprégnation? Est-ce que c'est une charge émotionnelle? Ok. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle a pu vivre ces derniers jours? Ok. Donc là, en fait, c'est comme si je me mettais en mode enquête et que j'aille voir directement ce qui se passe pour la personne, c'est-à-dire que je me connecte à toi et je vois comment on peut déceler l'information. Voilà. Donc il y a l'invisible et il y a l'information. On fonctionne un peu de la même façon. C'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes outils. Attends, garde les baguettes. Parce que là, tu as commencé à dire ça. C'est ça que je voulais te dire. C'est quand tu as dit ça, j'ai mes jambes qui se sont détendues. Voilà. Voilà. Tu vois, dès que tu as dit ça, en fait, j'ai senti un relâchement au niveau des jambes. Voilà. Et si... parce qu'on a vécu des choses avec Caroline ce matin, Ouais. qui sont allées avec des jambes crispées, qui sont travaillées un sujet comme ça, qui sont des jambes lourdes, qui n'arrivent pas à marcher, etc. Et donc, je me demande si la toux est en lien avec ça, par exemple. Ouais. Et les jambes, c'est aussi l'ancrage à la terre. Hein, c'est vraiment, nous sommes des êtres ancrés, incarnés. Voilà. Donc, quand il y a une problématique au niveau des jambes, ça peut être aussi bien au niveau des lignées que aussi de notre ancrage. Voilà. Donc, toi, tu vas mener l'enquête. On travaille exactement de la même façon, mais pas sur les mêmes sujets. Là, quand tu mènes l'enquête, pendant que tu es en train de mener l'enquête, et c'est ce que tu disais au début, en fait, le soin se fait au fur et à mesure. Et la guérison, elle se fait au fur et à mesure. Parce que là, pendant que tu as parlé, mes jambes se sont détendues. Bien sûr. Ok, si on voulait aller un peu plus loin sur la voix, moi, je me fais ton cobaye aujourd'hui pendant le podcast, j'ai pas de problème avec ça. Juste pour revenir aussi sur une question que tu m'as posée plus tôt, qui était est-ce qu'une séance suffit? Une séance va servir à... Parce que la plupart du temps, effectivement, les personnes arrivent avec une intention. Parfois, même quand il n'y a pas d'intention, on va aller voir ce qui se joue pour la personne et ce qui doit se donner à voir le jour du soin. Donc, la plupart du temps, une séance va pouvoir dévoiler ce qui se joue pour la personne, que ce soit sur les différents niveaux, comme je l'ai dit précédemment, mental, émotionnel, transgénérationnel, karmique. Et après, il y a l'intégration. Ensuite, si la personne a envie de continuer à gratter, après l'intégration, qu'elle a envie de continuer le travail, ça peut se continuer. Voilà. Mais à chaque fois, ça va être un pas en plus vers son mieux-être et vers sa guérison. Moi, comment je vois les choses avec toi, parce que tu fais partie de mon environnement. Tu sais, c'est comme... tu as beaucoup d'entrepreneuses, ils sont comme moi, elles ont leur chaman, tu vois.
Moi, t'es un peu ma chamane à moi, si tu veux. D'accord? Je sais qu'il faut utiliser le mot chaman avec précaution, mais pour moi, tu fais partie de mon monde de guérison. C'est-à-dire que dès que là, je viens d'emménager dans une nouvelle maison, et on va en parler après des lieux, forcément, je vais venir te chercher. À un moment donné, je vais créer un nouveau business, forcément, je vais venir te chercher. À un moment donné, je vais avoir quelque chose dans mon couple, je vais venir te chercher. Je viens te chercher sur tous ces sujets-là, au niveau de l'énergétique pure, au niveau de l'invisible pur, parce qu'il y a vraiment quelque chose où c'est impressionnant. Tu fais même des opérations, hein, tu vois, sur l'invisible. Hein, moi, une fois, tu m'as retiré des choses. J'ai tout senti, c'était énorme, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, tu as des accompagnants comme ça qui font partie de ton environnement. C'est ça, finalement, le suivi qu'on va avoir avec toi. Moi, je me dis pas, je vais faire une séance avec Caroline. Et puis, voilà, je me dis, ah tiens, je rencontre tel sujet, je vais aller chercher Caroline. Moi, je fais la même chose avec les entrepreneurs que j'accompagne. On travaille tout au long. Parce que s'ils sont célibataires, ils viennent pour que tu lèves les croyances sur leur célibat. Ouais, bien sûr. Ils ont rencontré quelqu'un, faut les accompagner en fait à s'installer. Après, quand ils vont se marier, ils vont avoir leur premier enfant, etc. Donc ça fait partie, c'est comme ton médecin de famille. Aujourd'hui, tu as ton guérisseur de famille. Bon, si on veut juste clôturer l'histoire avec la voix. La voix, la voix, alors moi j'adore aussi travailler avec le langage des oiseaux. Et la voix, tu peux l'entendre comme la voix, le chemin, ou la voix aussi, la communication. C'est encore détendu. Ce que tu dis, ce que tu dis pas, et ce que tu gardes encore en toi, que tu aurais besoin d'exprimer. Et puis il y a aussi ton chemin. Donc pour un entrepreneur, c'est aussi quand je décide de changer de voie, c'est toutes les croyances qui peuvent être là, qui peuvent se montrer, ou qui sont encore enquistées dans le corps et qui empêchent, parce qu'il y a des peurs aussi. Donc je vois. Donc tu vois. Je vois. C'est intéressant. Tu vois la voix. C'est ça. Ah oui, d'accord, on est dans le je vois la voix. Tu vois, je l'avais pas vu celui-là. Ok, super. Donc c'est voir. Okay. En plus, j'avais demandé, je crois, ça, parce qu'on a commencé le soin il y a quelques jours, parce que tu es venue spécialement aussi. Voir l'invisible. Voilà. J'avais dit, on parlait de voir, voir l'invisible. Mais j'avais pas. Parce que je me disais, comment est-ce qu'on va voir l'invisible qui est invisible? Tu vois? Et c'est le cas de le voir. Et là, tu me dis, parce que l'invisible n'est pas censé être vu, mais ça dépend, la vue, on voit pas avec ses yeux. C'est ça. On voit avec la voix de l'invisible. C'est très, très juste. Ok, ça s'est encore détendu. Donc, tu vois, là, j'ai mes cuisses qui sont encore relâchées. Ouais. Donc, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que pendant que tu parles, il y a des conscientisations. Ouais. Alors, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite avec les gens que tu commences vraiment à accompagner maintenant. On en est au même point, toi et moi, parce que j'ai changé de direction, de voie, il y a quelques mois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai réagi. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand tu accompagnes des gens qui sont déjà dans cette voie-là, ça va beaucoup plus vite. Tu vois, mes conscientisations, elles sont très rapides. Ouais, c'est parce que ça percute. C'est tac, 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 et voilà. Et c'est... Voilà. Toujours dans le voile. Est-ce qu'on a terminé avec cette question, du coup? Au niveau de Matou, est-ce qu'on est bonne? Moi, je vois que tu récupères ta voix. Ouais. Et normalement, au niveau de la touche, ça va mieux. Ouais. Si je retousse, on ira les chercher. Bah oui. D'accord? Ok. Je voulais qu'on revienne, parce que tout à l'heure, on a parlé de tes protocoles, on a parlé de l'invisible. Là, on peut recroiser, parce que quand on fait des soins, on évite de croiser, effectivement. C'est pour ça. Ouais. Et moi, j'ai fait appel à toi, donc avant de me marier, j'ai fait appel à toi à la naissance de mon fils. J'ai fait appel à toi aussi parce qu'il y avait mes tableaux. Ouais. D'accord? J'avais mes tableaux, artiste peintre. Je ne savais pas trop à l'époque. Je savais que je guérissais avec. J'ai découvert aussi que c'était des portails énergétiques. C'était des passages, tu vois, pour les gens, justement, pour les amérantes. On peut mettre un tableau et l'âme, elle passe par là. Ça nous évite d'être tous des guérisseurs. Et des messages aussi. Voilà, il y a des messages qui sont très, très forts à l'intérieur. Ouais. Mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je ne vendais pas les tableaux. J'en vendais, mais c'était très laborieux. Et tous mes tableaux étaient dans le grenier. Tu vois, et tous mes amis qui venaient dormir chez moi, parce que j'avais beaucoup de passages, parce que quand on est passeuse d'âme, on fait passer le visible et l'invisible. D'accord, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient dormir à la maison. Et c'est marrant, tous ceux qui venaient dormir à la maison, ils me disaient à peu près la même chose. On dort bien dans le grenier. Donc, il y avait l'action des tableaux, mais on fait beaucoup de rêves. Et le seul qui ne pouvait pas y aller, dormir là-haut, c'était mon fils. Manque de peau, on devait récupérer le grenier pour que mon fils puisse y dormir, parce qu'il grandissait, donc il fallait dormir. Et moi, je ne pouvais pas rester là-haut. Je pouvais aller peindre et je redescendais. C'est tout. J'avais une peur de l'étage. Et comme je suis d'origine algérienne, tout ce qui touche à l'invisible de près ou de loin, chez nous, c'est forbidden. On fera une petite aparté là-dessus après. Magie noire, mauvais œil, etc. Et donc, je t'ai appelé. J'ai dit, est-ce que tu peux venir voir qu'est-ce qui se passe pour mes tableaux? C'était juste ça, le sujet.
et t'as été guidée directement dans le grenier. Ouais. On n'a même pas... J'ai posé la question sur les tableaux, mais on aurait pu rester en bas. On aurait pu être guidé vers autre chose. Et on a été guidé direct dans le grenier. Et dans le grenier, on a découvert en fait qu'il y avait une âme qui était en lien avec la maison. Ça devait être peut-être une petite fille qui était morte là, enfin quelque chose comme ça. Et c'était la première fois que j'assistais à ça, moi. Parce que tu m'as accompagnée aussi dans mon cheminement spirituel, j'en parlerai plus tard. Et donc tu me dis, voilà, il y a une âme, quel âge a cette âme? Donc c'était une âme qui était plutôt petite fille, a priori. Et c'était marrant parce que la maison m'avait attirée parce qu'on s'attire avec la maison, hein, je veux dire, on choisit pas une maison par hasard, mais c'est l'âme de cette petite fille qui a attiré Anissa. Et c'est ça m'avait bluffée. Et je n'étais pas à l'aise parce que c'était la première fois qu'on parlait de ça comme ça. Et donc tu vas demander si l'âme est prête à se libérer. Alors tu penses bien que moi j'étais prête à ce qu'elle parte, parce que bon, je me dis mon fils il va dormir dans la chambre, mais elle peut ne pas vouloir partir et c'est pas le moment. Et ça, il faut l'accepter aussi. Ouais. Et donc tu as accompagné, cette âme était prête à partir. Elle avait aussi un message à me livrer, hein, par mes tableaux, etc. Et au moment où tu fais le passage d'âme, j'ai encore des frissons par rapport à ça. Hein. J'ai beaucoup d'amour envers cette âme qui était là. Et je me souviens, tu as dit, voilà, je fais le passage. Et à ce moment-là, tu as dit, je crois qu'on l'avait fait par la fenêtre. Et il y a eu un rayon de soleil qui est venu à ce moment-là. Ouais, c'était énorme. Je suis touchée. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a une mémoire. On a parlé tout à l'heure des âmes errantes. Là, on vient d'en reparler. Mais en réalité, il y a une mémoire dans les lieux. Il y a même des gardiens des lieux. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Ouais. Et donc, il y a aujourd'hui, en tout cas, on le sait, toi et moi, mais c'est important qu'on le dise, il n'y a aucun hasard dans le type de lieu que je vais choisir, le lieu, la maison, les empreintes énergétiques et autres. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que quand j'arrive dans un lieu, il y a tout un tas d'informations qu'il faudrait mieux savoir avant d'acheter, quand je rentre dedans, et pour s'y installer. Et qui fait partie pour moi d'une de tes plus grandes expertises pour les habitats, mais également pour les lieux professionnels. Ouais, complètement. Je reviens sur la petite fille. Effectivement, quand on choisit une maison, on dit toujours qu'on choisit une maison, mais moi j'aime à dire que c'est le gardien des lieux qui nous choisit. Dans chaque espace, que ce soit maison, appartement, alors local professionnel c'est encore différent, mais il y a un gardien des lieux qui a pour vocation de garder le lieu. Voilà, il était là avant nous, il sera là après nous, on peut rester 6 mois, 1 an, 10 ans, une vie dans une maison, mais il était là avant, il sera là après. Et en fait, c'est lui qui nous choisit, c'est comme une rencontre. C'est lui qui dit toi oui, toi non. Voilà. Et une fois qu'on sait ça, après dans la maison qui est choisie, parce que parfois on choisit une maison qui est hors budget, hors périmètre, hors machin, hors truc, mais on sait que c'est là. Voilà. Il y a eu le coup de cœur qui est complètement en dehors du rationnel, et on sait qu'on va se poser là avec notre petite famille, et voilà. Et donc ça, c'est magique. Donc cette maison, souvent, eh bien, elle porte effectivement des mémoires, des empreintes, soit des anciens propriétaires, des anciens locataires. Et quand moi, je travaille dans les lieux, eh ben, je vais aller voir le lien qu'il peut y avoir entre nous, moi, ce que j'appelle notre maison intérieure, c'est-à-dire notre corps, tout ce qui nous compose, et la maison extérieure. Donc la maison extérieure, les mémoires des murs, mais aussi par rapport à l'histoire de la maison. Donc à chaque fois, c'est en différentes dimensions. C'est s'il y a une problématique dans la maison, que ce soit quand les personnes arrivent dans la maison, eh bien, moi, je les accompagne pour qu'elles puissent s'approprier la maison. Donc c'est un travail qui est très joli. Donc ça se passe en plusieurs temps. C'est déjà, on enlève effectivement les empreintes émotionnelles et autres des anciens occupants. Et puis, il va y avoir cette phase d'appropriation. Donc, je le fais aussi avec des petits quand ils ont leur chambre. Donc, il y a la maison, il y a le jardin. Donc, ça, c'est quand on arrive dans une maison. Quand il y a une problématique dans une maison, par exemple, de fuite d'eau récurrente ou d'appareils ménagers qui tombent en panne, ou alors, il y a tellement de choses que je pourrais partager. Des personnes qui font des insomnies, qui ont l'impression d'être regardées pendant le sommeil. Voilà, effectivement, ça peut être aussi des problématiques d'âme errante. Quand une personne était très attachée à sa maison, un ancien propriétaire, et en fait qu'il n'a pas voulu la lâcher, c'est comme si son énergie était encore dedans. Voilà, c'est comme s'il y avait encore sa présence. Donc parfois, moi, je fais un peu la médiatrice entre l'âme de l'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. C'est comme si c'était une remise des clés, tu vois, et c'est très joli. Donc il y a ça. Après, il y a aussi
tout ce que portent les maisons familiales, voilà, qui sont là depuis des décennies, voire plus. Et l'idée, c'est de voir comment être avec ses ancêtres. Est-ce que je garde la maison? Est-ce que je la vends? Si je la vends, comment je me libère de la culpabilité aussi de vendre la maison? Comment je me détache des liens que j'ai créés avec la maison, que j'ai créés avec l'histoire de la maison? Ou le fait de me dire que voilà, il y avait mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui vivaient là. Comment je peux lâcher ça en toute confiance? Donc ça parle aussi beaucoup des loyautés. Et moi qui ai aussi travaillé en constellation familiale, il y a vraiment tout ça qui se pose et qui est riche. Donc, C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'accompagnes quasiment plus en séance. Parce que, de toute façon, tu peux pas faire ça sur une séance. Tu as énormément de gens qui t'appellent. Tu leur dis, ça va être sur plusieurs mois. Voilà. Ou en tout cas, on va aller à la résolution. Parce que je sais que tu as énormément de gens qui t'appellent, justement, avec des maisons, avec des empreintes comme ça, des châteaux, des grandes demeures où tu sais que c'est pas uniquement la famille qui est en cours. On n'arrive pas à vendre la maison. Bien Il y a sûr. des problèmes dans cette maison. Aujourd'hui, on sait qu'avec la psychogénéalogie, le transgénérationnel, la maison que tu choisis, qui te choisit, le nom de la rue, la numérologie, Bien sûr. tout est en résonance avec moi. Ouais, Donc, ouais. je vais choisir une maison, mais la maison va me choisir. Alors, parce qu'elle est sympathique, certes, mais parce qu'elle va peut-être venir appuyer aussi là où moi, j'ai mis un mouchoir, ou là où moi, il y a eu des secrets dans ma famille, ou là où il y a des croyances limitantes et autres. Donc, c'est un travail, en fait, il y a vraiment une humilité des gens qui viennent te voir, de comprendre que ça se fait en plusieurs temps. Parce que tu vois, on en parlait souvent des gens qui viennent te voir parce qu'ils n'arrivent pas à vendre de grosses demeures. Ouais. Et derrière, c'est pas qu'une question de prix, c'est une question Complètement. d'empreinte. Et quand tu discutes avec eux, ils te disent oui, mais c'est là où mes enfants ont joué dans le jardin, Ouais, ou c'est bien là sûr. où ma grand-mère faisait sa tarte aux pommes. Ouais, ouais. Et dans les maisons familiales, tu l'as eu beaucoup ça, dans les maisons de maîtres et autres. Bah là, tu dis oui, mais là. Et d'ailleurs, c'est très important de le dire, c'est que c'est pas parce que les gens sont attachés à la maison qu'elle ne se vend pas qu'il n'y aura pas de problématique avec, parce qu'il va y avoir des problématiques d'héritage, il va y avoir des problématiques aussi de dette, ou il va y avoir des problématiques où la maison va commencer en fait à elle se rebeller. Tu me dis si c'est juste, parce qu'à un moment donné, elle veut vivre cette maison. Et c'est là où il y a des invitations à l'invisible à venir s'installer, Bien sûr. parce que c'est disponible. Donc ça se retourne quelque part Ouais, ouais. contre celui qui lâche pas. Je reviens juste sur ce que tu as dit juste avant, qui était très juste, parce que parfois il y a des personnes qui me disent moi j'ai choisi cette maison, ça a été un coup de cœur, super, je vis ma meilleure vie. Et il y a d'autres personnes qui me disent c'était la maison que j'ai choisie et pourtant c'est un calvaire depuis que j'y suis. Et c'est exactement ça. C'est ce qu'on a mis sous le tapis, que ce soit par rapport à notre histoire personnelle, par rapport à nos lignées, par rapport à ce dont on a hérité, consciemment, inconsciemment. En fait, ça se montre dans notre maison. Voilà, quand il y a des fissures, quand il y a, peu importe, des insomnies. Bon, les exemples pourraient être multiples. C'est juste de voir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur dans notre histoire. D'ailleurs, que ce soit notre histoire à nous, notre histoire de couple, notre relation parent-enfant. Et c'est super intéressant de voir ça. Donc là, c'est pour les maisons. Ouais. Mais là où c'est amusant, alors moi, partout dans le monde où je vais, parce que je voyage énormément avec Géraud, dans le cadre de notre métier, on fait beaucoup de rendez-vous dans des lieux très privilégiés, comme des palaces ou vraiment des lieux secrets. Et souvent, je te recommande souvent, parce que les gens sont pas sensibles à ça, pas encore, il y a certains lieux qui savent, mais je pense à un lieu où j'ai été dans le sud, et c'était un hôtel très... Voilà, c'était un palace qui a été créé par une personnalité. D'ailleurs, hier soir aussi, on a été dans un palace qui a été créé par une personnalité. Et en fait, j'ai dormi dans une chambre, une suite qui était magnifique. Mais ça a été un enfer pour moi. C'était un enfer, je suis sensible à ça. J'imagine qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas guérisseurs et qui passent de mauvaises nuits dans des hôtels. Il faut savoir que quand on est hôtelier, l'élément numéro 1 qui prime avant tout, c'est la qualité du sommeil. Bien sûr. Donc, mais les hôteliers de palace, ils ont compris qu'il fallait changer la literie, mais il y a énormément de palaces qui sont chargés aujourd'hui. Et dans ce palace-là, moi, j'étais dans une suite, j'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai réussi un peu à nettoyer parce que j'ai quand même quelques notions de guérisseuse. Mais le matin, la première chose que je suis partie faire, je suis partie voir le concierge, et je lui ai dit, je vais vous donner le numéro de téléphone de Caroline, appelez-la,
Parce que cette suite-là, bon, au tarif où elle est, s'il y a une mauvaise qualité de sommeil, les gens vous le diront pas. Ils penseront qu'ils ont fait des cauchemars, etc. Il y a des miroirs partout dans la pièce en plus. Alors, miroirs, on sait que c'est des passages. Alors, c'est une erreur fondamentale qu'ils font parfois. Surtout en face du Voilà, lit. surtout en face du lit, exactement. Donc, moi, toute la nuit, j'ai senti que la pièce était habitée. Elle était vraiment très chargée. Donc aujourd'hui, et on l'a fait encore hier soir, on est parti dîner dans un palace. Et là, je t'ai demandé, je t'ai dit, est-ce que tu peux me voir avec les baguettes s'il y a quelque chose dans le palace? Et tu m'as dit, oui, il y a une suite qui est chargée. Il y en a une qui est chargée, tu vois. On n'avait pas de numéro parce que c'était juste un jeu qu'on faisait hier soir. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des lieux professionnels comme ça, notamment les hôtels, parce que tu es quand même bien experte des hôtels, parce qu'il y a un vrai travail dessus, et ça te prend plusieurs jours d'aller nettoyer régulièrement, parce qu'il y a des charges émotionnelles. Il se passe des choses dans les chambres et tout. C'est vrai. Mais ça veut dire que celui qui vient après, alors on ne fait pas des nettoyages tous les jours, tu as des protocoles qui permettent de mettre aussi des protections en place, Bien sûr. régulièrement nettoyer les lieux. Et ça, je trouve, je me dis, mais comment ça se fait que tous les hôtels de luxe ne font pas appel en fait à des gens comme toi, tu vois? Je voudrais revenir sur illustrer vraiment ce que tu viens de dire. Effectivement, dans des hôtels, ce sont des personnes qui passent pour une nuit, pour 2 nuits. Il peut y avoir des couples. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dispute, des violences, je peux aussi parler de violences conjugales ou je peux aussi parler de... voilà, quand il y a de la sexualité, parfois qui peut être forcée aussi. En fait, tout ça, ça crée des empreintes dans la chambre. Voilà. Et donc, si nous, on passe après, un peu ouvert, en plus, un peu sensible, et bien évidemment, on se récupère ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde récupère... voilà, ça veut juste dire que, effectivement, dans ces lieux-là, qui sont des lieux de passage, il est bon de pouvoir nettoyer. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, comme tu disais, qu'il faut nettoyer tout le temps. Ça veut juste dire qu'on imagine, il y a un hôtel où il va y avoir, je ne sais pas, 18, 50 chambres. Moi, en amont, je vais détecter là où il y a besoin de nettoyer précisément, s'il y a eu des violences, des maltraitances ou autres, ou juste des mots, des empreintes émotionnelles. Et là, en fait, c'est un peu chirurgical. Et ça prend pas non plus 3 heures, voilà. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Mais c'est ça qui est important à dire. Moi, je travaille avec des concierges dans les palaces. Ils savent que quand il y a un couple qui va pas bien quelque part, ou quelqu'un qui est en perte de sens, ils vont le retrouver, parfois il est tout seul et broie du noir, il comprend pas ce qui se passe pour lui, qui est un peu sensible à ça. Généralement, ils vont m'appeler, tu vois. Ils vont dire, voilà, il y a telle personne, est-ce que tu peux venir ce soir? Parfois, je prends juste un thé avec Jérôme, on prend un thé avec cette âme-là, et elle comprend ce qui se passe dans son système, et c'est reparti. C'est magnifique. Aujourd'hui, on peut appeler un coiffeur. Les palaces peuvent tout trouver. Donc, ils appellent des gens comme nous. Et là, c'est pareil. Les concierges, ils savent tout. Ils savent à un moment donné si dans telle chambre, il y a une récurrence de disputes, ou dans telle chambre, il y a eu quelque chose. Et voilà, ils savent. Si à un moment donné, je sais pas, j'entendais la dernière fois William, donc DJ Snake, il parlait d'un DJ qui allait très très mal et qui faisait en fait souvent des afters dans sa chambre. Ouais. Donc il y avait des choses comme ça où tu sens que c'est chargé. Quand tu es un palace, tu sais que cette suite-là, il n'y a pas qu'un nettoyage en fait de tapis qu'il faut faire. Il faut faire un nettoyage énergétique systématiquement. Je pense aussi à des gens qui font appel à toi aujourd'hui. Parce que tout ça, les gens ne le savent pas. Nous, on ne vous parle pas de tout ça. Mais moi, quand je fais mes événements, quand j'ai fait mon événement à la Tour Eiffel, systématiquement, je t'ai appelé. Et je t'ai appelé avant de commencer. Et je me souviens que c'était très chargé pour moi. L'espace était chargé. C'est la Tour Eiffel quand même. Donc, il y a du passage. Ouais. Et heureusement que tu es venu. Parce que tu as harmonisé le lieu juste avant qu'on commence. Et je l'ai senti. Tu vois, ça a calmé toutes les énergies. Donc, pour tous les guérisseurs, les conférenciers et tout. Bon, il y en a beaucoup qui ont déjà leur chaman, mais il y a beaucoup qui ne savent pas que quand ils arrivent dans une pièce comme ça, eh bien, il faut harmoniser le lieu avant et après. Je voudrais juste, parce que bon, vraiment, ton expertise sur les lieux est tellement immense. Tu le fais aussi pour tout ce qui est restaurant et autres. Et c'est important de préciser que c'est en lien avec le propriétaire. Bien Donc, sûr. il n'y a jamais rien en dehors de ça. Hein. Quand on arrive dans un hôtel et qu'on voit que la direction, ça va pas, on change trop de personnel, il y a des problèmes de vol, il y a l'hôtel tourne en désuétude, voilà, tourne en désuétude et tout. Ouais. Dès qu'on arrive dans un lieu comme ça, il faut appeler Caroline. Là, c'est clair. Maintenant, je voudrais qu'on dise un mot, parce qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je voudrais qu'on dise un mot sur les croyances limitantes qui sont en lien avec... c'était un sujet que moi qui était important pour moi.
tout ce qui est mauvais œil, magie noire. Moi, je suis originaire d'Algérie et du Maroc. Ouais. Ma grand-mère était de Figuig au Maroc. Et nous, tout ce qui touche, on appelle ça le suhour. Donc, tout ce qui est du domaine de la sorcellerie et tout, c'est le truc qui nous fait le plus peur. Donc, moi, dès que c'est arrivé dans ma vie, l'invisible, parce que t'es arrivé avec tes bagages à la maison, entre guillemets, t'es venu me dire, Anissa, écoute, tu vas être en lien avec l'invisible. Tu vas accompagner des femmes, à l'époque où j'accompagnais pas des femmes. Et à un moment donné, il y avait aussi cette notion de malédiction. Et moi, dès que tu me parlais d'invisible, c'était vraiment, je vais voir des défunts, c'est de la sorcellerie, voilà, c'est de la malédiction, c'est le mauvais œil. Et j'avais été mentorée un tout petit peu par mon mentor juste avant, qui m'avait dit une phrase énorme. Il m'avait dit, se manifeste uniquement ce à quoi on croit. Et tu l'as dit aujourd'hui dans le podcast, tu as dit, il y a des gens qui viennent te voir pour tout ce qui est magie noire, pour tout ce qui est sorcellerie et autres, plutôt Madagascar, Afrique noire, Afrique du Nord, d'accord ? Et je sais qu'il y a aussi l'égrégore qui est en place, Bien c'est-à-dire sûr. les croyances qui sont en place que nous nourrissons. Parce qu'il y a une femme qui était venue me voir aussi comme ça, qui m'a dit, ça existe, la magie noire, ça existe la sorcellerie, il faut y croire. Et donc je lui ai dit, le problème, c'est pas la magie noire, c'est pas la sorcellerie, c'est eux, il faut y croire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'en Europe, il y une avait... loyauté. Il y a une Voilà, loyauté. mais en Europe, il y avait les malédictions, les sorcelleries, on a eu le bûcher en Europe, il y a des mémoires comme ça et tout. Pourquoi aujourd'hui, ça n'a plus d'impact? Pourquoi quand tu vas en France, 90% des gens, enfin, si tu vas voir des Français, ou si tu vas voir des Danois, d'accord, tu leur dis magie noire, tu leur dis sorcellerie, ou tu leur dis mauvais œil, ils savent pas de quoi tu parles, d'accord? Donc on est bien face aussi à des croyances limitantes et à des héritages, des loyautés en lien avec nos croyances. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, tout à l'heure, je reviens sur ce qu'on disait juste avant, effectivement, par rapport aux hôtels ou même par rapport à ce qu'on peut trouver dans nos vies. Il y a aussi ce qu'on appelle des esprits de perdition. Tu vois, quand on parle d'alcool, de drogue, donc ça se balade. Et donc tu as plein d'esprits qui sont là. Et par rapport à la magie noire ou au mauvais œil, c'est quand quelqu'un en fait se sent bloqué. Souvent on le sent. Alors il y a effectivement la peur, la peur de se dire mince, j'ai chopé un truc. Est-ce que c'est parce que j'ai pas bien prié, j'ai pas fait mon truc, j'ai pas fait. Mais parfois ça peut être aussi là parce que la personne se sent empêchée. Voilà, donc elle met tout en place et elle sent bien qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Donc là, à partir de là, elle commence à se poser des questions sur mais est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose? Et c'est là qu'on arrive à dépatouiller ensemble ce qui est à la personne et ce qui est à l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle les oiseaux blancs et les oiseaux noirs. Quand on a reçu un oiseau noir, c'est vraiment des charges énergétiques. Et c'est là qu'on voit si c'est un esprit de jalousie. Si c'est, en fait, c'est hyper intéressant de voir tout ça parce que l'idée, c'est à chaque fois de sortir de sa tête, des croyances et de se dire tiens, c'est ça qui se passe dans ma vie pour moi aujourd'hui. Voilà, je développe un nouveau business. Oui, tiens, ça c'est assez intéressant aussi. Je développe un nouveau business et en même temps, mon père ou mon grand-père a fait faillite. Donc, il y a une mémoire de faillite dans la famille. Et si moi, je développe un nouveau business, est-ce que ça veut dire que si ça marche inconsciemment, je vais être déloyale ou alors je fais en sorte que ça ne marche pas pour être loyale avec la faillite qui a été connue avant dans ma lignée. Donc voilà, c'est un petit peu différent du mauvais œil ou de la magie noire, mais il peut y avoir vraiment différentes choses qui appartiennent à la personne ou qui appartiennent à sa famille. Et en fait, c'est quoi de l'œuf, quoi de la poule. Tu vois, c'est vraiment ça. Et l'idée, c'est, quand il y a des croyances limitantes, eh ben, c'est d'aller voir avec la personne ce qui se joue pour elle. Est-ce que c'est parce que j'ai pas les compétences? Est-ce que c'est parce que je viens d'un peuple où ça me fait penser à un soin que j'ai fait il y a pas très longtemps pour une personne qui était à La Réunion et ça m'a vraiment touchée parce que donc elle avait un local professionnel où elle abritait une nouvelle résidente qui fait du tatouage. Et puis à un moment dans le soin, ce qui ressort, c'est une mémoire d'esclavage. Et tu vois, je sens que ça me coupe la voix parce que je suis touchée. Mais c'est des perles comme ça qui sortent.
Tu vois, de se dire, bah voilà, dans mon local professionnel, il y a une petite nana qui est super, qui fait du tatouage, je suis contente, et en même temps, il y a un truc qui me gratte à l'intérieur. Et quand on va dérouler le fil, on se rend compte que, bah oui, dans cette famille-là, et par rapport à ce peuple-là, il y a des mémoires d'esclaves. Donc là, en l'occurrence, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme une maison. La maison, en fait, c'est le gardien des lieux qui te choisit. C'est pas, il te dit, tu rentres pas, je t'aime bien, je t'aime pas. C'est des énergies qui se correspondent, qui sont là pour s'apporter mutuellement quelque chose et qui sont là au service, finalement, de notre guérison, parce qu'on parlait de Pour te faire guérison au début grandir. Ouais. du podcast. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'histoire de la magie noire, du mauvais œil et autres, en réalité, à l'époque, on utilisait ces terminologies-là parce qu'on n'avait pas la connaissance et la conscience de notre énergie, le pouvoir de notre énergie. Je parlais de l'esprit de la jalousie. Effectivement, quand je vais aller projeter sur l'autre une jalousie, le rendre responsable du mal-être que me renvoie la jalousie. La jalousie, si on la travaille un peu plus, ça va être cette notion de la peur de la trahison, de la peur de Bien sûr. l'abandon. Ça va revenir donc en fait aux blessures que je porte en moi. C'est lié au transgénérationnel, à mon histoire personnelle. On revient toujours finalement au processus Et d'individuation aux que croyances disait, limitantes. voilà, Ouais. au processus d'individuation dont parlait Jung, qui me passionne, parce que qui est dans des communautés comme ça dont je fais partie, qui est de vraiment revenir à l'individu propre. Qu'est-ce qui se passe pour moi, d'accord? Qu'est-ce que j'ai hérité? Et en allant dans ce qui se passe pour moi, parce que je rappelle, et je trouve ça important de le dire, qu'on n'est pas venu ici pour passer son temps à guérir, c'est pas du tout l'objectif. Peut-être la première partie de sa vie, certes, mais après, c'est trouver du sens et s'expandre. C'est vraiment venir vivre, moi je dis ma best life ever, que je suis en train de vivre actuellement. Donc tout ça est au service de ça. Mais derrière, on ne sait pas que, effectivement, quand il y a cet esprit de la jalousie que j'ai en moi, que je projette sur l'autre, Et par qu'il peur enferme. d'eux, Et voilà, qu'il enferme. qu'il enferme, lui, et on en parlait ce matin, il a tout à fait la souveraineté, autant que moi, de nourrir les croyances, de recevoir cette vibration ou pas, cette énergie ou pas, parce qu'il y a des énergies qui circulent partout. C'est comme la grippe dans une classe. On te dit oui, c'est un virus. C'est ça. Bah, quand il y a une grippe dans une classe, pourquoi sur 30 élèves, il y en a 8 ou 10 qui la chopent et les autres la chopent pas? Parce que le terrain n'est pas fertile. Complètement. D'accord. Donc pour les énergies, c'est pareil. Les énergies, c'est pareil. Aujourd'hui, le virus n'est rien, l'énergie n'est rien, le terrain est tout. Donc au final, tout le cheminement qu'on mène, toi et moi, parce que je pense qu'on est à un moment quand même de l'histoire de l'humanité qui est très importante, il va y avoir de plus en plus de guérisseurs, il y a un appel des guérisseurs, d'accord? C'est un mot qu'il va falloir dire à la fin, là. C'est vraiment, aujourd'hui, tu travailles bien évidemment avec tous ceux qu'on a cités aujourd'hui, mais tu formes et tu accompagnes parce que bah, c'est la suite logique, on en est au même point aujourd'hui. Il y a un appel, il y a énormément de gens aujourd'hui qui veulent être au service des autres, qui se perdent dans la sauveuse et le sauveur, qui n'ont pas les protocoles qu'on a hérités aujourd'hui et qu'on met au service. Donc, pour la transmission des futurs guérisseurs que tu accompagnes aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est le moment finalement d'accompagner? Pourquoi est-ce qu'on reçoit la transmission maintenant? Parce qu'on l'a reçue en même temps, toi et moi. J'imagine qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont experts dans ce qu'ils font depuis quelques années, mais on n'en est plus dans l'enseignement pur, on est vraiment dans la transmission. Il y a un appel de guérisseur. Pourquoi maintenant? L'idée, c'est d'être en chemin. C'est vrai que notre humanité, elle est bien traversée en ce moment. On se rend compte d'ailleurs que quand on ne fait pas de choix, la vie fait des choix pour nous. Hein. Et cette idée d'être souverain, mais d'être souverain et aussi d'être conscient de qui nous sommes et de comment nous pouvons œuvrer dans ce monde de par nos dons, nos talents, nos compétences. Et au-delà de ça, alors, c'est pas pour aller sur d'être pro-développement personnel, mais parce qu'il faut aussi vivre sa vie et être soi-même. Il y a aussi des moments où il faut faire des pauses, juste vivre. Mais l'idée, c'est d'avoir cette conscience pour pouvoir apporter notre lumière, pour plus de... Enfin voilà, moi, mon rêve, tous les matins, je me réveille avec cette idée que le monde soit plus humain, qu'il y ait plus de paix. Et en fait, le monde, ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par nos familles. Si déjà il y avait moins de guerres et plus de communication dans notre famille, dans nos familles, le monde irait beaucoup mieux. Voilà, donc c'est comment chacun fait sa part de colibri. Et donc, quand moi, je transmets
en radiesthésie, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça s'appelle, l'art de rendre visible l'invisible, le travail avec le pendule, avec les baguettes, et toujours avec des bonnes intentions. L'idée, c'est de mettre de la conscience sur qui nous sommes, d'où nous venons, voilà, nos lignées, ce que nous portons aussi en nous, ce qu'on décide de lâcher, parce qu'il y a des fardeaux qu'on n'a plus besoin de porter, voilà, et vraiment là où nous sommes en chemin ensemble. Et c'est vraiment un travail qui se fait en collectif. Et toi comme moi, on a cette envie d'aller toucher le collectif aujourd'hui. On a beaucoup touché l'individuel. Pour moi, c'est du « et ». C'est et individuel et collectif. Et comment ensemble, on prépare le monde d'aujourd'hui et aussi le monde de demain pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et voilà, pour la Terre. C'est génial que tu le reprécises, parce qu'en réalité, comme on est les deux, parce qu'on est dans le « et », toi et moi justement sur ça, on est des êtres humains, donc il y a la partie être et la partie humaine, et les deux, on est en train de réunir les deux, ils n'ont jamais été séparés, mais nous on est en train de le vivre en conscience, on est dans un moment de l'humanité qui est important, parce que la conscience que nous sommes, je veux dire, on s'en fiche, parce qu'on aura à vivre ce qu'on aura à vivre, mais nous qui sommes la conscience en conscience, on est en train de vivre dans une humanité là, qui nous intéresse, parce qu'elle nous intéresse à titre personnel, parce que tu as parlé des guerres dans les familles. Quand je règle la guerre dans ma famille, je suis en train de régler la guerre qu'il y a eu dans mon pays, et je suis en train de régler la guerre qu'il y a actuellement dans d'autres spectres. Donc tout est en fractal. Il y a des gens qui te disent ça, te disent je vois pas, et c'était le début de mon cheminement spirituel, c'était comment, moi toute petite que je suis, grain de sable, je vais faire pour aujourd'hui pleurer pour les enfants de Gaza aujourd'hui. Comment je fais, moi ? Je peux pas aller sur place, je peux pas aller... Qu'est-ce que je peux faire, par exemple ? Qu'est-ce que je peux faire pour ce qui s'est passé pour la Deuxième Guerre mondiale pour les Juifs ? Comment je peux faire ça ? Tu vois ? Comment je peux arrêter ça ? Comment je peux faire ça pour le Rwanda ? Parce que j'ai conscience qu'il y a tous ces âmes qui sont en souffrance. Mais c'est normal parce qu'il y a une conscience collective. Donc je suis sensible à ça. Mais comment je peux aller œuvrer pour ça ? Et en fait, en cessant la guerre chez moi... Ouais. Ça commence par là, et les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas que c'est un fractal, et ils ne savent pas que quand je le règle chez moi, quand j'arrête de critiquer quelque chose à l'extérieur de moi, quand je règle juste ma relation avec mon mari, avec mes parents, cette petite chose-là... C'est déjà énorme. C'est le tableau de Hawkins. David Hawkins, il a montré qu'une personne, certaines âmes, on n'est pas tous des Bouddhas et des Jésus, elles impactent des milliards de personnes. Mais il y a une fréquence énergétique. C'est Anissa et Caroline. Quand elles se réunissent comme ça, juste comme ça, quand elles se réunissent comme ça, ou quand elles font ce travail-là, comme tu m'as accompagnée ce matin, quelque chose d'énorme pour moi qui s'est passé ce matin que tu as fait. En réalité, il y a toute ma lignée, toute mon histoire, tout mon pays, et des femmes qui vivent à la même fréquence que moi, actuellement, qui vivent la même chose que moi. Elles savent pas pourquoi, mais elles se sentent mieux. Parce que nous sommes tous reliés. Mais c'est tellement important de le rappeler. Nous sommes tous un. Voilà. Mais on le dit tout le temps, mais on ne sait pas que sa petite œuvre, à son niveau à soi, avec son enfant, avec juste sa jalousie, juste la jalousie qu'il y a à l'intérieur de moi. Nous sommes tous reliés, voilà. en fait. C'est vraiment ça. Il y a ça. une femme qui est dans un camp actuellement, qui va se lever d'un coup et qui va dire « Ok, là, je sais pas pourquoi je chante de la force. » Donc c'est un travail qui est énorme. Et c'est pour ça qu'on a besoin de guérisseurs actuellement pour tenir ces fréquences-là. Et je terminerai là-dessus, promis. Parce que ça revient, et je retrouve ma voix au fur et à mesure, parce que ça revient à ces expériences qui ont été faites sur les méditations mondiales, quand un groupe d'âmes tiennent des fréquences à partir de l'espace de l'amour, ensemble, des zones de tension ailleurs dans le monde, avec lesquelles, en apparence, n'ont aucun rapport, cessent. Bien sûr. Donc on a ce pouvoir-là, et à mon sens, c'est pour ça qu'il y a un appel de guérisseurs actuellement à se réunir. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le monde est un, mais le monde est aussi déjà et avant tout à l'intérieur de nous. Nous portons le monde à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une guerre à l'extérieur, il y a une guerre à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, comme des approches comme l'IFS ou le dialogue intérieur, on le voit très bien. Qu'il y a des parties en nous qui sont en guerre, des parties qui sont jalouses, des parties qui sont dans l'ombre, peu importe. Voilà. Mais c'est vraiment le monde est à l'intérieur de nous. Et quand on est conscient de ça, quand on met de la lumière sur ces ombres à l'intérieur, eh bien, c'est aussi d'accepter ça et d'accompagner ça. Tu vois ? Donc, vraiment pour que le monde soit plus dans l'unité. Et aujourd'hui, notre envie à toutes les deux, c'est d'aller chercher des alliés
des alliés qui sont en chemin comme nous pour accompagner la guérison. Voilà, donc c'est vraiment ça. Tenir les fréquences. Et c'est important ce que tu as dit, parce que moi je le vois beaucoup dans le processus de l'école des artisans, mais des guérisseurs aussi. C'est vraiment, on ne peut pas se positionner en tant que guérisseur si on n'a pas fait cette guérison sur soi. L'idée, c'est pas d'être parfaite, parce qu'un guérisseur, il le sait. Un guérisseur, il dit pas qu'il est parfait. Un guérisseur, il dit je ne sais pas. Un guérisseur, il dit je sais pas ce qui se fait là. Mais il y a un vrai travail d'abord. Il faut faire le job. Il faut faire le job. Ouais. Mais on est dans un moment, et c'est peut-être pour ça que le moment est important, on est bien beau avec la positive attitude, tu vois, les mantras super sympas, c'est génial, hein. Mais derrière, je ne peux pas être complètement complète si je n'ai pas fait le travail de l'ombre. Ouais, mais le travail de l'ombre, et c'est pas un travail, en fait, on parlait de l'invisible, mais c'est pas un travail, en fait, c'est un travail d'aller regarder ses propres ombres, aller regarder effectivement la jalouse qui est en moi, aller regarder la manipulatrice qui est en moi, aller regarder ça. Et c'est quand je regarde ça, parce que quand il y a la jalouse et la manipulatrice, en face, parce qu'on est dans un monde duel, il y a l'altruiste, il y a l'aimante qui est disponible à cet endroit-là. Mais ça, c'est épouser toutes nos parts d'ombre. Et ça, c'est un travail qui est déjà en cours, parce que ça fait quelques années maintenant qu'il y a tout ce qui est développement personnel et autres. Mais on est déjà à l'étape d'après, là. Et c'est vraiment lever le voile. C'est lever le voile, c'est vraiment ça. Et j'ai conscientisé une dernière chose pendant qu'on était en train de parler, parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais toi, tu viens du monde de l'entreprise et tu viens du monde vraiment très corporate à la base, avant d'être guérisseuse. Et je l'ai conscientisé pendant que tu étais en train de parler, parce que je me suis dit, les gens ne savent pas quelle était la vie de... Tu faisais quoi comme job juste avant d'être guérisseuse ? C'était quoi ton métier ? Parce que tu faisais vraiment corporate, quoi. J'ai fait de la com, j'ai fait de la chefferie de projet, j'ai fait de l'ingénierie pédagogique. Voilà, j'ai travaillé dans des campus de grandes boîtes. Ouais, parce que tu étais vraiment dans des grandes entreprises. Ouais, c'est hyper intéressant d'avoir les codes de l'entreprise aussi. Ouais. Et c'est énorme. Pour travailler justement le management, la gestion des personnes, le manque de communication, le savoir-être, le savoir-faire. Donc ouais, j'adore aussi. Parce qu'on pourrait parler des heures, bien sûr, de notre sujet. Il nous faudra on peut parler de l'invisible en entreprise. C'est ce que j'allais te dire. Ce que j'allais dire, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet. On pourrait même réserver un podcast tout entier sur l'invisible dans l'entreprise, parce que inconsciemment, on reproduit le schéma familial. Bien sûr, toute la maltraitance. Voilà, exactement. Et puis toi, t'interviens aussi dans les entreprises, mais tu as tellement de sujets, mais toujours avec les baguettes et avec un processus bien calibré au fur et à mesure. C'est pour ça que il y a besoin d'accepter la temporalité de notre humanité. Exactement. Voilà, être patiente là-dedans. Et c'est ce qui nous lie aussi, parce que je viens du monde du bancaire et j'ai fait de banque à guérisseuse, tout à fait du corporate à guérisseuse. Donc ça veut bien dire qu'il y a un mouvement aussi de transition qui se fait pour beaucoup d'âmes actuellement. On arrive à la fin de ce podcast. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le un maximum, surtout ceux qui ont peur de l'invisible, parce qu'on n'a pas parlé de la peur de l'invisible, mais on a parlé aujourd'hui de finalement l'invisible. Il n'y a pas à avoir peur de l'invisible quand on est accompagné et quand on fait soi-même le travail sur soi. Hein. C'est important de le dire, parce que les énergies s'attirent. Donc si à un moment donné, il y a une peur, et c'est une autre peur qui va être attirée en face. Mais si derrière, moi, je sais que je suis l'amour, même si je suis en processus, c'est aussi ça qui se passe. Et c'est toujours au service, il n'y a jamais d'erreur, jamais de hasard. Pour te retrouver, je vais mettre tes coordonnées. Ouais. C'est aussi d'oser poser des questions. Souvent, la formulation, c'est n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de dire oser. Oser poser des questions. Voilà, si pendant le podcast, vous avez eu... pensé à des situations, à poser des questions, partager. Moi, j'adore les lire et j'adore y répondre. Donc vous pouvez les mettre en commentaire. Et Caroline va s'amuser à aller répondre à ça. Elle va adorer ça. Donc vous aurez ces réponses. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur Instagram. Le podcast sera sur ma chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à nous dire aussi effectivement les thématiques en lien avec l'invisible que vous voulez aborder. Et on fera sûrement d'autres podcasts, parce qu'elle fait vraiment partie de mon cercle très très privé. Merci infiniment Caroline. Avec joie. J'ai énormément de gratitude pour toi. J'en profite pendant qu'on est en public pour te dire merci de la sœur que tu es. Merci pour tout ce que tu as offert dans ma vie. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Il n'y aurait même pas les artisanes. Même si on dit que tout était prévu, mais je te remercie, parce que c'est toi qui m'as accompagnée là-dessus. Ma médiumnité, tu m'as accompagnée dans chaque étape de ma vie. Donc merci de nous offrir ta lumière et juste qui tu es, quoi. Donc merci infiniment. Merci à toi. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.